Bonjour à tous et bonjour à toutes, et bienvenue dans le port de Celticos, bienvenue à bord des cuirassés et dans les considérations stratégiques. Alors un peu comme j'ai fait pour les contre-torpilleurs il n'y a pas très longtemps, ces considérations stratégiques vont intéresser le jeu possible des cuirassés. Alors cette fois, on ne va pas regarder deux thèmes complémentaires, on va regarder deux thèmes qui s'opposent, qui peuvent être complémentaires, mais qui la plupart du temps sont considérés comme s'opposant. Deux façons de jouer les cuirassés. D'abord, la façon dite du corps à corps, le brawler, celui qui va au cac, appelez-le comme vous voulez. Bref, celui qui va au contact. Et une façon dite sniper. Il y a deux façons, et il y a forcément, comme il y a deux façons de jouer, il y a une façon de prendre ces manières de jouer un petit peu caricaturale. Le corps à corps n'est pas le fondu qui prend son cuirassé, qui fonce dans le tas dès les premières minutes du jeu et qui ensuite, parce qu'il est coulé, se met à râler parce qu'il n'y a pas eu de support. Inversement, le sniper n'est pas forcément celui qui va en ligne A, tout en bas ou tout en haut, et qui tire sur tout ce qui veut bien se présenter à sa portée, en étant la plupart du temps complètement inutile d'ailleurs. On va avoir deux batailles qui vont illustrer parfaitement de quoi il s'agit. Dans le premier cas, si je vous propose ici le Frédéric der Grosse, c'est qu'on va parler du Grosser Kurfürst, ça paraît évident. On va parler du tier 10 allemand. Donc là, je vous montre à défaut le cuirassé allemand du rang inférieur, mais le commandant n'est même pas fini d'être réentraîné. C'est vous dire à quel point je m'en sers de ce navire. Le pilote, on ne verra pas d'écran de bataille à la fin, hein. On va juste étudier sa stratégie. Le pilote, ici, va utiliser son navire au corps à corps. Mais il va chercher le corps à corps. Mais, on va le voir, il va utiliser aussi son navire. Pour arriver au corps à corps, il va utiliser les îles. Il va utiliser des situations qui vont lui permettre de contourner et de tomber sur l'adversaire en position préférentielle. Le sniper, que nous verrons tout à l'heure, on peut très bien sniper à 14 km. Le tout, c'est d'arriver et de se présenter sur un ennemi qui ne vous regarde pas, qui a les tourelles tournées ailleurs, et ça vous permet très largement d'envoyer une, voire deux salves destructrices sur cet ennemi. Et un sniper n'est pas forcément quelqu'un qui joue à la limite de sa portée. Généralement, c'est assez inefficace. On part tout de suite avec le corps à corps, on enchaînera ensuite avec le brawler, le sniper, pour illustrer les deux façons de jouer les cuirassés. C'est parti. Allez, on est parti. Nous sommes sur la carte mer de la chance, au sud, en mode bataille classée déjà, et en mode domination, forcément. Nous sommes donc dans une bataille de tier 10. Il y a 3 cuirassés, 2 croiseurs, 2 destroyers de part et d'autre. Et nous sommes avec Thomas 17S, qui est à bord de son Grosser Kurfürst, le cuirassé de l'arme technologique allemand, le cuirassé, on va dire, naturel, de l'arme technologique allemand, rang 10. Donc il a spawné au sud, et il part du côté de A et B, ou plus exactement, il va contourner pour pouvoir poser un appui, et pour pouvoir soutenir éventuellement ceux de son équipe qui iront contester AB. Le bon côté des choses, et c'est peut-être ce qui facilite un peu notre démonstration, c'est que nous sommes en bataille classée, moins d'adversaires, moins de partenaires aussi, mais la possibilité d'accéder à des positions préférentielles un petit peu plus facilement, ou un peu plus difficilement, selon que l'on est dans une équipe agressive ou pas. Dans le cas qui nous occupe, donc, Thomas 17S se sert d'un navire qui est
réputé avoir une bonne, de bonnes secondaires, qui encaisse assez mal les obus du Yamato, même de face. Vous avez vu qu'il a déjà perdu 6000 points. Mais en tout état de cause, comme tous les cuirassés allemands, d'ailleurs la démonstration que je fais en tier 10 vaut pour les tier 5, hein, tier 6, etc. Tous les cuirassés allemands n'aiment pas les snipes. Ce n'est pas un navire pour sniper ou tirer de très loin. On est plus dans un navire qui va chercher le corps à corps. Il a de très bonnes secondaires, donc il faut qu'il en profite. Là, il a pris 2 salves et il a pris eu très mal. Et pourtant, vous voyez, 2 coups au but, 7000 points. C'est pas énorme. Et il faut vraiment que son... Voilà. Il faut vraiment que son navire aille se mettre, dans un premier temps, dans une position un peu sécurisée, derrière les îles. Déjà, on va pas pouvoir lui tirer dessus. Il va disparaître, il sera moins repéré. Là, il est repéré avion, mais il va vite être à l'abri. On ne peut pas lui tirer dessus parce qu'il est assez proche des îles, mais lui, il va pouvoir trouver un angle et pouvoir tirer par-dessus les îles, déjà dans un premier temps. Pour autant, le snipe n'est pas efficace, encore une fois, avec un cuirassé. Donc, il se positionne. Après, évidemment, les 2 démonstrations que je vous apporte aujourd'hui, et là, le corps à corps, c'est circonstanciel, même si ça devrait être en quelque sorte recherché. Surtout quand vous jouez le cuirassé allemand, il faut aller chercher le corps à corps, c'est évident. Mais il faut savoir quand déclencher ce corps à corps. Il faut que ce corps à corps soit déclenché d'une manière que vous avez programmée et pas que vous imposez à votre équipe. Il faut que votre équipe puisse vous être utile, soit en détournant l'attention d'ennemis, soit en vous soutenant. Et là, le corps à corps en question, ben forcément, c'est le Montana. Hein. Il va donc se positionner par rapport au Montana. Mais il va temporiser parce que, voilà, vous voyez, on voit le nuage de smoke là. Donc ça signifie qu'il y a un destroyer dans le coin. Et là, il est à 7 km. Bon, il y a les îles, hein, mais il est dans une position assez sympa pour que son curseur soit efficace, même si c'est un Montana qui est en face. Hein, donc c'est quand même un des plus redoutables cuirassés rang 10 du jeu, probablement le meilleur en termes de dégâts et en termes de... Mais non, pas le meilleur en termes de défense et en termes de blindage, je suis d'accord. Montana est assez fragile quand il est broadside, mais de flanc, il résiste plutôt bien. La preuve. Donc là, vous voyez, il fait rentrer en marche les secondaires, mais il ne s'engage pas. Pourquoi? À cause du Gehring. Il sait très bien que Gehring est là, que le Gehring va forcément lui envoyer des torpilles. Donc, il change sa cible. Il faut qu'il nettoie, il faut qu'il chasse le Gehring, parce qu'il donne vraiment l'intention, visiblement, d'attaquer le Montana. Et il l'aurait attaqué si le Gehring n'avait pas été là. Il serait allé au contact. Et il va se précipiter sur l'île, se protéger des torpilles. Accessoirement sortir des secondaires. Il a quand même perdu un gros tiers de sa vie. Donc ces secondaires commencent à faire très mal au Gehring. Et vous voyez qu'il est focalisé sur le Gehring et pas sur un autre navire. Parce qu'effectivement, sur son tribord, il pourrait tirer sur des adversaires. Mais le Gehring lui fait peur. Et ça se comprend. Donc là, maintenant, le Gehring apparemment est parti. Il va pouvoir il reste caché derrière les îles. Et il va pouvoir distribuer quelques chouquettes à des navires qui ont le gros défaut de s'être présentés de flanc. Repérer Hydro, probablement. Alors les Yamato de flanc, évidemment. Même à 16 km, je pense que... Alors, je ne pense pas qu'il mettra de citadelle sur le Yamato à cette distance, mais il va faire très mal. Ah si, il y a citadelle, et ben voilà. Il m'a fait mentir, bravo. On est déjà monté à 44 000 et il est déjà à 889 000 de tanking.
Preuve que... et on est, bon, à quoi, 6-7 minutes du début de la bataille. Mais vous voyez, il n'a pas foncé comme un malade, et il n'est pas allé au CAC. Il est allé au CAC, mais il n'est pas allé de manière inconsidérée. Torpille qui lui passe juste à côté. Et il fait encore quelques dégâts. Et maintenant, il va pouvoir attaquer et remonter vers... D'abord, éviter les torpilles qui lui sont envoyées. Et probablement par le Z-52 qui vient de se faire détruire. Et là, maintenant, il va pouvoir s'attaquer au Montana. Le Montana qui s'est mis en marche arrière. Et qui veut bien sûr éviter le corps à corps. Hein. On notera sur la minimap le République qui est en I7 et qui va se faire copieusement engueuler parce que il sert à rien là-bas. Voilà la démonstration d'un sniper inutile. Les joueurs qui vont de manière au corps à corps de façon inutile, vous les connaissez, vous l'envoyez dans toutes les parties. Le tout, c'est de savoir où aller surtout quand y aller. Aller au CAC à un seul moment du jeu aurait été suicidaire parce que le Montana est soutenu par le Courforce. Mais, vous voyez, il utilise des îles de manière intelligente. Certes, ils vont de son flanc au Montana, et ça c'est dangereux, mais il est obligé, c'est un passage obligé dans la mesure où, effectivement, il faut qu'il aille se mettre derrière l'île pour que le Courforce ne puisse plus le tirer dessus. Le Montana est coincé et il utilise pour ça les deux appâts pour s'approcher que sont le Henri IV et le Minotaur qui détournent l'attention du Montana. Et lui peut s'approcher toujours. Et il a la chance que le Montana ne le regarde pas, mais il le fait de manière, vous voyez, il tourne autour du Montana, toujours avec une vitesse constante, de manière à ce que les tourelles du Montana ne puissent pas le rattraper et lui faire de gros dégâts. Voilà ce qu'on appelle un corps à corps intelligent. Alors là, bien sûr, le Montana a tourné pour compenser la lenteur de la rotation des tourelles, mais croyez-moi, le Courforce est assez proche pour lui faire très mal. Et il lui aurait fait très mal, le Minotaur l'a fini. Et maintenant, eh bien, on enchaîne avec l'autre Courforce, le Courforce ennemi. Une bataille qui est loin d'être jouée sur un plan stratégie général, mais là on étudie simplement la stratégie particulière. Et maintenant, il s'attaque à un Courforce qui est quasiment full life, alors que lui, il a allez, pas tout à fait la moitié de sa vie, un peu plus de la moitié de sa vie. Après, c'est une question d'efficacité, évidemment. Et mouvement intelligent, parce qu'il évite les torpilles. Et le Courforce, vous voyez, il était plein de peau. Maintenant, il a autant de vie que Thomas sur son Courforce. Et vous n'allez pas me dire que c'est parce qu'il est soutenu, il est tout seul. Il n'y a personne avec lui. Donc là, l'âme, 25 000. Les deux navires ont sensiblement le même point de vie. Enfin, il y a 41 000 pour le Courforce rouge, 44 000 pour le Courforce de Thomas. Mais dans un second CAC consécutif. Là, il faut bien viser. Vous voyez, il vise la première tourelle. Il est un petit peu haut, mais je vais lui rendre la main d'ailleurs. Vous voyez, il a baissé lentement au niveau de la ligne de flottaison, un peu au-dessus. Bon, là il a pris très cher. Gros calibre. Il a très peu de chances de s'en tirer parce que là il a pris très très cher. Ça va dépendre de la vitesse 3 secondes. Est-ce qu'il va pouvoir reloader sa vie? Oui. Il peut reloader sa vie, mais ça, il peut prendre du coup. Et allez, hop, à nouveau de 14 000. Et là maintenant, il faut savoir finir un combat. Là, il a bien tanké, il s'est mis de face au bon moment. Il a fait bouncer. Le Courforce ennemi est obligé de... il essaie de tourner.
c'est surtout d'éviter le rame, parce qu'il anticipe le rame de Thomas. Regardez comment ça monte les secondaires, on est à 23. Et allez, encore 6000. Là, il a tiré, on a vu très nettement qu'il ne pouvait pas tirer sur la coque. Il allait bouncer, donc il a tiré dans les... L'adversaire a tiré dans les superstructures. Là, les dégâts sont importants aussi. Et là, Thomas va tirer sa révérence. Mais une bataille à... Voilà, une bataille à 162 000 de dégâts. Il a mis le Courforce à genoux et il a expulsé le Courforce de la bataille pendant un petit moment. Le Courforce va être inutile pour l'équipe rouge pendant un petit moment. Alors certes, il n'a pas fait de kill, mais une bataille à 162 000, presque 163 000. Il a tanké pour 2,7 millions. Il est, on va dire, plutôt haut. Avec un Courforce qui est totalement inutile pour l'équipe rouge. Et là, ils viennent de perdre un navire de plus. Maintenant, oh là, il y a un petit lag. Et voilà, on redonne la main. Bizarrement, il n'y a pas de lag quand c'est une vue, on va dire, manuelle. Et dès que je lui mets, vous voyez, en vue normale, on a cette espèce de lag bizarre. La Rogumo qui semble avoir fait un boulot intéressant. Il ne reste plus que 2 navires, mais plus qu'un. Voilà. Le Gering vient d'être sorti. Le République qui a passé son temps tout au fond de la game a fini par se mêler à la conversation. De voilà. Il se fait copieusement engueuler par un des joueurs qui lui en veut. Et le Courforce rouge qui a coulé Thomas, voilà, il ne peut plus refaire grand-chose. Il y a 4 adversaires sur le dos. Il lui reste que 21 000 points de vie. Un Minotaur qui ne va pas faire l'erreur de tirer maintenant, parce qu'il est de flanc d'abord, mais qu'il a spoté. On sait où il est. Voilà, la bataille, le résultat final de la bataille n'importe peu. On a vu ce qu'on voulait voir. Le véritable corps à corps, comment ça se joue, et à quel moment il faut le jouer, et de quelle manière il faut le programmer. On passe à la bataille suivante. Allez, nous sommes sur la carte Géant endormi en capture de base. Non, pas capture de base. En mode domination. À bord de l'Alsace du commandant Falco. Lequel commandant Falco est en division avec le Richelieu de Krakenfall, donc un membre du même clan, de mon clan. Nous sommes dans une bataille tier 10, une bataille typique de tier 10, c'est-à-dire très défensive, très statique, où pour espérer réussir à prendre l'avantage, il faut réellement qu'une offensive sur un flanc soit très coordonnée et massive pour pouvoir déstabiliser le flanc en question. Sinon, on se fait prendre les uns après les autres et on se fait sortir parce que, précisément, l'équipe en défense va être plutôt bien située. Parce qu'ici, une chose quand même qu'on peut reconnaître à ces parties de tier 9-10, c'est que les gens connaissent bien les positions défensives, relativement cèdent relativement dans s'il s'agit de rester en défense. Là où ça pêche, c'est l'absence de coordination au moment d'une offensive éventuelle. 1 ou 2 navires peuvent donner le là, c'est-à-dire donner une indication, on le pousse, allez, il faut encore que les autres suivent. Ça, c'est notre paire de manches. Alors,
On regarde la carte. Un petit groupe de 4 navires s'est porté vers C. Pas suffisant pour enlever la division, même s'il protège le Yuan qui est parti sur C d'ailleurs. Les autres sont dans l'expectative, pas vraiment chercher A. D'ailleurs, le Richelieu de Krakenfall a abandonné Falco pour aller aider plutôt sur A, ou aux alentours de A, mais la position n'est pas fameuse chez les Verts. Les rouges sont un petit peu plus offensifs, enfin en tout cas les croiseurs rouges. On va voir déjà là, le Démoine est probablement l'adversaire le plus coriace. Voilà. Un Falco n'a qu'à tirer dans le tas. Et il préfère tirer sur le Henri IV qui se présente de flanc. Le choix est judicieux parce que le Démoine de face résiste bien. Et voilà, un petit 12 000 pour commencer. Henri IV, ben, merci, il est content d'être là. Et le Démoine résiste plutôt bien de face. Alors, je dis pas qu'il résisterait des obus d'Alsace, encore que. Là, par contre, le Démoine est très complaisant, il se met de flanc. Donc, voyons ce que ça donne. Et voilà, citadelle. Et ben, voilà, 28 000 en 2 salles. On peut dire que Falco commence bien sa partie. Le Henri IV est un peu vindicatif. Il essaie de se venger. Et il met un incendie. L'un des rares obus qui a touché. Par contre, il est en marche arrière. Et ça, Falco devrait en profiter. Un poil plus haut peut-être. Peut-être un poil plus haut. Le Henri IV qui est reparti. Apparemment, il a mis le boost moteur. Pour pas repartir aussi vite. Ah, il a touché. Il a touché. Un petit 8000 ou un petit 9000. Bien joué. Là, le malheur veut que si on regarde sur la minimap, il y a un croiseur qui est en train de se faire encercler dans A par un cuirassé d'un côté. Ouais, et c'est un Gearing qui ferme là de l'autre côté, donc là le croiseur est quasiment mort, aucun soutien. Et ça pousse pas sur B. B, il y a un DD rouge qui a réussi à se faufiler et à capturer B au nez à la barbe des ennemis, et des verts, lesquels n'ont absolument pas protégé ce point, n'ont pas gardé Et de l'autre côté, les verts sont très statiques, les rouges sont un poil plus agressifs, et voilà, quoi. Ça veut dire que le Wang ne pourra pas caper, il a d'ailleurs quitté le cap et il laisse au rouge l'occasion de caper. Et là, si je prends un peu la main, le Conqueror, c'est un Hyper contre un Conqueror et probablement un Gearing. Donc voilà, le Hyper est sorti. Non, Shimakaze. Shimakaze a sorti le Hyper à la torpille. Voilà, c'est terminé. Et le cap A devrait être... Par contre, les rouges viennent de perdre Chapayev. Alors, lequel Chapayev ne servait strictement à rien, parce qu'il était complètement sur la bordure de la carte. Donc, son radar n'était pas utile du tout. Il servait à rien. Mais les rouges menacent d'avoir les 3 caps. Il va vraiment falloir faire quelque chose, parce que là, ils ont les 3 caps sans avoir vraiment poussé. Les destroyers ont un peu de soutien chez les rouges. Et résultat, une certaine présence. Alors que là, on voit qu'il y a un destroyer rouge, un Shimakaze, qui a percé les lignes et qui s'attaque à Kraken. Je ne sais même pas si c'est Kraken d'ailleurs. Mais je pense que c'est lui qui risque de prendre très cher. Il risque de prendre très cher. Ah, des torpilles ont été lancées, mais est-ce que c'est sur Kraken ou sur le Zao? Je pense que c'est plutôt sur le Zao. Ouais. Voilà, le Shimakaze a été sorti par le Zao. Le Zao, on va prendre des torpilles. Mais incontestablement, les rouges, même s'ils perdent des navires... voilà, le Shimakaze a coulé le Zao a coulé Shimakaze. Ils sont entretués.
Et pendant ce temps, Falco, ben, il position en soutien. L'équipe ennemie a pris l'avantage. Ah, et joli, joli. Une nouvelle citadelle. Et voilà, maintenant une. Je pense que c'est sur le Henri IV qu'il a fait une cita. Henri IV qui va sortir. Hein. Il reste 2600 points de vie. Les torpilles qui foncent sur. Non, elles sont pas sur Falco. Le Richelieu qui prend un gros risque là de Kraken. Je pense que Kraken a dû dire il faut faire quelque chose, il va falloir prendre un risque. Et il s'attaque à B tout seul, sans soutien, avec le Kagero qui le regarde et qui vient de lui envoyer des torpilles d'ailleurs. Ouais, il s'est pris une jolie baffe là. Kagero s'est enfui, mais il s'est pris une sacrée baffe, il s'est pris une torpille et il en a pris une autre. Peut-être même deux autres. J'ai peur que s'il y a une voie d'eau là-dessus, ouais, Falco vise le Kagero, mais les secondaires sont sur le Göring. Les rouges globalement tiennent la distance, même si les verts ont enfin attaqué sur C. On a un petit 59 000 pour l'instant. Ah, joli. Pas facile de choper un DD comme ça en pleine vitesse. C'est au Kagero maintenant de subir les affres des secondaires de l'Alsace. Alors que Kraken, lui, est en train de caper B. Non, ça y est, Kraken ne capte plus rien du tout. Il s'est fait sortir à l'incendie. Il a dû prendre des voies d'eau par le Kagero. Et... ah, joli. Destroyer ennemi envoyé par le fond. Voilà, ça, c'est une sacrée épine du pied, parce que le Kagero est un navire, même si ce n'est qu'un rang 8, c'est un navire qui, grâce à sa furtivité et son reload de porte-pie, est capable de faire souffrir d'un rang 10. Voilà, Kraken n'étant plus là, il faut que Falco fasse que son sacrifice ne soit pas inutile. Falco qui quitte le push des trois cuirassés, qui s'en va sur B à son tour. Je pense qu'il va aller sur B. Et c'est vrai qu'ils ont 300 points de retard, et il y a beaucoup plus de 300 points de retard maintenant. C'est quasiment 460 points de retard. Il va vraiment falloir faire quelque chose s'ils veulent renverser la game et s'imposer. C'est loin d'être gagné cette affaire. Là, je vois vraiment pas comment... plus ils sont menés, ils sont menés 5 à 6, je vois vraiment pas comment les verts pourraient renverser la vapeur. Les rouges sont solidement ancrés, ils ont 2 caps depuis très longtemps, au moins 2 caps depuis très longtemps. Ils ont même eu 3 caps pendant un petit moment d'ailleurs. En plus, voilà, un Richelieu et un Lion qui se relocalisent pour aller chercher les verts autour du cap B. Est-ce que c'est pas un poil haut ça? Mais pas grand chose, hein, mais un poil haut. Peut-être, on va voir. Overpens et 3 rebonds. Qui est en train de changer de direction, qui fait des gauches-droites. Là, ça me paraît meilleur. Ça me paraît meilleur. Ouais, non. 2 qui s'écrasent, 2 qui font une overpen et un rebond. C'est, hélas, pas très efficace. Pour l'instant, Falco... ouais, Falco voit en plus que le Conquéror s'en va. Par contre, il faudrait qu'on m'explique ce que le DD fait là-bas. Il est complètement excentré. Alors vous me direz, bon, mais c'est un argument quand même. C'est une batterie à cadence très rapide. Un super Akizuki est placé comme il est, là, seul. À moins d'être sûr de sortir le Conquéror à l'incendie, je vois pas très bien ce qu'il fait là-bas. Il ne sert pas à grand-chose. Il aurait peut-être été plus inspiré d'essayer d'aller chercher les caps.
Parce que sur un conquérant, ces obus vont pas faire beaucoup de dégâts. Sauf à mettre quelques incendies. Voilà, Falco a décidé définitivement, maintenant que le lion s'en va et que le Richelieu est passé, il y a déjà un petit peu moins d'hypothèque sur le point B. Alors même s'il reste encore... allez, ils perdent encore un navire. Il y a toujours, en gros 500 points d'écart, c'est énorme. Ah, le Richelieu qui est en marche arrière. C'est un bon point, ça, de deux flancs, comme ça, là. Là, obligé de Richelieu à se remettre en marche avant, parce que je doute que le Richelieu accepte de rester de flanc, comme ça, face à un Alsace. Et Richelieu, voilà, il a réaccéléré, parce que, oups, pas cool. Le Richelieu obligé de partir, ça te donne une position intéressante parce que voilà, ça ne laisse plus que le Lion en position défensive pour protéger B. Et un Lion de flanc aussi qui ne peut pas rester comme ça décapé au risque d'être sorti à grands coups de frappe dévaste. Il est en train de tourner. Hein. Le Lion, il va montrer son étrave maintenant. Par contre, le Richelieu, qui a déjà oublié Falco, en avançant, il avançait trop vite. Il va remontrer son flanc. Donc là, Falco, il va peut-être se faire plaisir. Voilà. Et là, il y a mi-distance à 6 km. Bam, bam, bam. 15 000 puis 3 000. Là, il prend très cher. On est à 108 000 quand même, hein, mine de rien. Falco, l'air de rien. Il n'a pas fait une bataille épique, et il capte là-dessus. Et il est en train de... il aurait mérité quand même de l'avoir, ce... Il aurait mérité de l'avoir, ça, ce liquide. Donc maintenant, la bataille a complètement basculé. Et pendant ce temps, la Rougoumou amuse toujours le conquérant, hein, de l'autre côté, là-bas. Moi, le conquérant, on n'aura jamais pu se relocaliser, il est isolé, loin de ses copains. Résultat, les Verts vont en finir avec le Lion, tranquillement. Et le temps que le conquérant se relocalise, après, est-ce qu'ils auront le temps, il y a 5 minutes, pour reprendre le retard encaissé, parce que depuis le début de la game, ils ont accumulé des points de retard. Ça y est, la Rougoumou a sorti le conquérant, bravo à lui. Donc résultat, maintenant pour gagner, il n'y a plus qu'une solution, sortir le Lion. Ça devrait être fait très vite. Kaboum! Allez, les écrans de la bataille tout de suite. 6780 d'XP, 1526 XP libre, avec l'achievement frappe dévaste, 114 000 de dégâts, 55 coups au but, 2 citadelles, un navire coulé. On a vu qu'il méritait d'avoir une deuxième, mais bon. Une base défendue, une base capturée, 37 coups à la cible, pas d'incendie. Il finit premier très clairement, avec 30 points d'avance sur le conquérant. 2237 points d'XP libre, de base, pardon, de base. C'est coquet hein, comme résultat. Il a parcouru 49 km, je vous laisse voir les dégâts qu'il a fait navire par navire. Il n'a pas fait des folies en termes de dégâts, le Henri IV ayant pris le plus, mais il a bien distribué les chouquettes, on va dire. Pratiquement pas de dégâts potentiels, 322 000, c'est pas énorme. 111 000 de dégâts en obus perforant, et il n'est pas premium. Voilà pour cette bataille. Voilà, on va se faire un petit plaisir, on va mettre l'Alsace parce que c'était le héros de la bataille définitive, la seconde bataille. Connaissant Falco comme je le connais, Falco c'est pas le type sniper, pas du tout sa façon de jouer. Là, il a montré à quel point l'Alsace pouvait être un sniper de première.
J'espère que ça a été efficace et que ça a été suffisamment intéressant dans votre cas, que ça vous a donné des pistes, en tout cas, pour jouer vos cuirassés de manière efficace. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien.